Bienvenue à tous. Les images parlent d'elles-mêmes. Et oui, c'est le désastre de la gare de Témiscamingue, le feu en mai 1994. Je dis le désastre parce que c'est le patrimoine de Témiscamingue qui vient presque de disparaître parce qu'on ne sait pas encore l'ampleur des dégâts. C'est une main criminelle ou des mains criminelles qui ont mis le feu cette nuit-là. Et c'est bien sûr que les policiers recherchent encore l'auteur ou les auteurs du crime. J'aimerais que la population puisse aider les policiers parce que c'est très important de donner votre aide, une information, un doute, qui aurait pu mettre le feu parce que c'est votre argent qui vient de s'envoler en flammes. C'est votre patrimoine, comme je le disais auparavant, c'est votre souvenir. Parce que les gens qui étaient là sur place pour regarder le feu lors de l'événement, c'était très triste parce qu'on sait, bon, tous les souvenirs, tout ce que les gens pouvaient se remémorer de cette gare. C'est un bien culturel que nous avons presque perdu. À la mairie, j'ai parlé avec M. Barrette, ce qu'il me disait, bon, ils avaient mis 50 000 $ sur la réparation du toit de la gare et il avait comme idée de peut-être mettre une personne en charge pour surveiller la bâtisse parce que, justement, c'est pas la première fois que ça arrive que le feu est mis à cette gare où il y a tout simplement du vandalisme. C'est peut-être une leçon à la population, une leçon. Ce qu'on peut dire, c'est que, bon, il faut faire attention à nos biens, il faut peut-être éduquer nos enfants, donner des informations, leur dire que c'est dangereux, c'est la vie des pompiers qui a peut-être été en tout cas en suspens parce que c'est toujours dangereux un feu. Ça aurait pu mettre le feu aussi à d'autres maisons alentours. Et peut-être que le feu sera pris ailleurs, parce que si c'est des jeunes qui ont pris de la boisson, qui ont fêté, qui ont mis le feu par accident, vont peut-être le faire encore ailleurs, dans un autre bâtiment. C'est une main criminelle, les policiers nous l'ont confirmé, c'est pour ça qu'on vous demande encore de donner soit de l'information anonymement, appelez au numéro de la ville, du poste de police de la Sûreté du Québec ici à Témiscamingue, et vous pouvez donner vos informations anonymement. Parlez-en à vos enfants de la valeur, pas seulement monétaire, de ce qui vient de passer en flammes, mais aussi de la valeur culturelle et peut-être des biens, que c'est très important de prendre soin et avoir respect de notre patrimoine. Ici à Témiscamingue, on n'a pas autre chose, là. C'était la gare qui était le souvenir de Témiscamingue. Je vous laisse sur quelques images encore et j'espère que la population aidera les policiers à donner des informations et j'espère que la ville pourra peut-être trouver des entreprises privées, dépendamment du montant des dommages à mettre sur la bâtisse maintenant, avec tous les dégâts qu'il y a eu, une entreprise privée qui pourrait prendre ça en main pour rescaper ce qui reste de notre patrimoine. Oui. Bienvenue à tous à une autre émission Pot-pourri. Plusieurs sujets à cette émission. Et cet été, que ferez-vous? J'espère que vous irez visiter le fort Témiscamingue. Et pour nous en parler, M. Briand de Ville-Marie. Bienvenue, M. Steve Briand. Oui, c'est ça. Bonjour, Mme Dany. C'est la deuxième fois que vous venez visiter notre studio de télévision. Ben oui, c'est la deuxième fois que j'ai l'occasion de venir ici. La première pour l'enregistrement d'une émission. Puis dès qu'on m'a approché pour la possibilité d'enregistrer, j'ai tout de suite accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière. Ah ben non, au Fort Témiscamingue, on a l'occasion, disons, souvent de parler de sujets de part et d'autre, de tourisme, d'histoire. Et c'est toujours un plaisir, là. Puis définitivement, si on avait une autre occasion, on viendra vous revoir. Mais là, ce soir, je suis bien heureux d'être avec vous
Et ça me fait plaisir de vous rencontrer. Bon, le fort Témiscamingue, il y a plusieurs personnes qui ont déjà visité le fort. J'ai même déjà visité le fort, mais il y a plusieurs années. Fait que c'est ça, je ne connais pas vraiment l'historique, mais c'est une bonne occasion pour en parler. J'aimerais savoir, bon, les débuts du fort Témiscamingue, depuis quand c'est là? Oui. Le lieu historique national du fort Témiscamingue fait partie d'un réseau de lieux historiques nationaux au Canada. Et plus particulièrement ici à Ville-Marie, le lieu historique national du fort Témiscamingue veut commémorer la période de la traite des fourrures. Alors, c'est-à-dire toute la période des années 1600, 1700 et 1800. Parce qu'il faut se rappeler que la traite des fourrures a commencé avec les visites, et bien avant la visite des premiers explorateurs. Quand on pense aux explorateurs, évidemment, on pense à Champlain, à Radisson, à Pierre Lemoyne d'Iberville. Le premier que j'ai mentionné, Samuel de Champlain, n'est jamais venu ici jusqu'au nord. Il a passé à Mattawa. Mais les deux autres ont passé dans la région sur la rivière des Outaouais et le lac Témiscamingue, et ils étaient en direction de la baie James. Alors, la traite des fourrures, c'est plus de 300 ans d'histoire, et c'est un peu ce qu'on tente de faire avec les visiteurs qui viennent nous visiter ou les gens de la région qui reviennent nous visiter pour la 10e, la 5e fois. Souvent, ils en profitent pour amener de leur parenté qui viennent pour la première fois dans la région. Et c'est un peu ce qu'on tente de faire, c'est de remonter le temps et de faire vivre à ces gens-là une expérience qui va leur faire découvrir ou comprendre davantage toute cette époque qui était magnifique de la traite des fourrures, des gens qui se promenaient en canot, des Amérindiens qui étaient déjà ici sur le territoire. Et il faut se rappeler qu'avant que les Blancs soient ici, bien, évidemment, il y avait les Amérindiens. Et on sait à l'heure actuelle, avec les recherches qu'on a et les connaissances qu'on a, que les Amérindiens sont ici depuis au moins 3500 ans, et même il y a des hypothèses jusqu'à 6000 ans avant notre ère. Alors, nous, on est arrivés, les Blancs, bien après eux, et on est arrivé autour des années 1500, 1400, si on pense aux Vikings. Puis par la suite, dans les années 1600, là, les Européens qui s'en venaient ici pour justement faire le commerce de la fourrure. Et le commerce de la fourrure et la traite des fourrures a été la base économique du développement du Canada. Oui, ça a été la vrai. première activité économique qui a permis au Canada là, de voir le jour, si vous voulez. Bon, évidemment, après la traite des fourrures, il y a eu d'autres activités économiques. Alors, grosso modo, c'est ce qu'on tente de faire découvrir avec les gens qui viennent nous visiter. Et bon, on parle tantôt de voyageurs, on parle tantôt d'Amérindiens, on parle tantôt de ces grands monsieur et de ces dames qui travaillaient pour les compagnies, la compagnie de la baie du Son, Oui. par exemple, la compagnie du Nord. Alors, c'est tout ça qu'on tente là, de voir et d'une façon intéressante, une façon animée avec du personnel qualifié, avec nos visiteurs. Justement, c'est un lieu animé. On parle de lieu d'histoire parce que les gens s'imaginent en disant Fort Témiscamingue qu'il y a un fort. C'est vrai. Il reste quand même. Qu'est-ce qui reste? C'est des cheminées ou. Oui, c'est ça. Dans la connaissance des gens, le fort fait référence à un fort militaire, un fort où on s'est protégé contre les batailles. Il faut mentionner qu'au fort Témiscamingue, des connaissances qu'on a et des recherches qu'on a faites, il n'y a pas eu de bataille sur ce site-là. C'est un fort au sens où Bougainville le disait dans les années 1700 et 1700, vers la fin des années 1700. Le fort, c'est un endroit où on échangeait les pelleteries. Alors, le fort, c'est un lieu d'habitation, c'est un lieu d'échange commercial où on échangeait des fourrures contre des articles. On faisait du troc. On faisait du troc, et voilà. Et ce troc-là se passait entre les commerçants, parce qu'ils ont été de différentes origines, au fort Témiscamingue, puis on pourra revenir là-dessus, et les Amérindiens. Les Amérindiens étaient ces gens nomades qui parcouraient tout le territoire et qui allaient attraper le castor, qui allaient attraper aussi d'autres types d'animaux, mais nous, ce qui nous intéressait, quand je parle de nous, c'est les gens des compagnies ou les Canadiens français qui étaient responsables de compagnies à la Chine. Ce qui les intéressait, c'était la fourrure de castor. Or, ce qui en reste, c'est un peu ça, c'est qu'au fort Témiscamingue, ça n'a jamais été un fort au sens de la forteresse. Il y avait plus d'une vingtaine de bâtiments. À l'heure actuelle, il ne reste plus aucun de ces bâtiments-là, mais il nous reste toutes les fondations de ces bâtiments-là qui sont enfouies sous le sol. Et ces fondations-là nous révèlent beaucoup de réponses à notre questionnement, nous révèlent des petits secrets qu'on est en train de découvrir, et on le fait surtout par le biais des fouilles archéologiques depuis 2 ans. Les fouilles qu'on a entreprises en 92 et qui se sont poursuivies en 93
nous ont permis de ramasser plus de 40 000 objets. Et ces 40 000 objets-là sont le sujet à l'heure actuelle d'analyse, de reconstitution, pour davantage comprendre l'histoire de ce site-là. Et je peux vous dire, on n'a pas de rapport encore définitif, mais pour être en contact régulièrement avec nos archéologues ou nos historiens, on va avoir des petites découvertes assez intéressantes suite à ces fouilles-là. Alors, le visiteur qui vient sur le site a l'occasion de voir, entre autres, si vous aviez mentionné les cheminées de 2 maisons, les cimetières, un cimetière protestant, un cimetière catholique. Et ce qu'il y a de plus, je pense, qui est le plus évident pour le visiteur qui rentre au Fort Témiscamingue, c'est cette nature. La forêt enchantée. Les arbres qu'on a à l'entrée du site, ces beaux pins rouges qui ont plus de 150 ans, 125 à 150 ans. L'élément naturel, le lac aux abords du site, l'élément naturel est prédominant. Et c'est la première impression qu'on a quand on rentre, c'est ces grands arbres, cette belle forêt enchantée, ce beau lac, l'élément naturel. Évidemment, quand on y découvre davantage le site, là, on y rencontre l'histoire, la culture, la présence d'Amérindiens, la présence de gens de compagnie, et surtout cette compagnie que tout le monde connaît, la compagnie de la baie d'Hudson. Il y a déjà des objets exposés dans le site d'animation, là, où est-ce que... Bon, est-ce que sur le site que les archéologues fouillent, les objets qu'ils ont en main, est-ce qu'ils vont être exposés à Ville-Marie plus tard au Fort Témiscamingue ou ça sera dans un musée dans les grands centres? Oui, évidemment, les 40 000 objets ne nous reviendront pas, mais les objets les plus significatifs ou les objets qu'on voudra mettre en valeur, évidemment, vont revenir au Fort. Et c'est ceux-là qu'on va remettre en valeur, ces découvertes-là. Dans les 40 000 objets, dans certains cas, l'objet, c'est un petit morceau d'assiette, quand je parle de 40 000 objets. Certains objets vont être prêtés dans des musées, évidemment, parce qu'il y a d'autres endroits, d'autres centres d'interprétation, d'autres musées à travers le Canada qui exploitent aussi cette thématique-là de la traite des fourrures. Et nous, à Parc Canada, de par nos expositions, on les rend disponibles aussi à d'autres organismes qui voudraient les emprunter. Mais on aura le choix, nous, au Fort Témiscamingue, parmi les objets qui auront été reconstitués, analysés et connus davantage, on aura le choix de faire venir certains de ces objets-là ici pour des fins de présentation, des fins d'activités spéciales ou pour des fins, je dirais, de recherche. Alors, ça va être possible de les revoir ici au site éventuellement. Bon, avant de parler de la structure organisationnelle, j'aimerais, excusez-moi, j'aimerais que vous disiez aux gens, les touristes de l'extérieur, il y a un endroit pour, bon, à Ville-Marie, on peut aller camper, emmener, en tout cas, comme vous dites, notre parenté, visiter le fort, parce que quand même, le site est tellement beau. Moi, en tout cas, seulement pour l'histoire, c'est bon d'y retourner une deuxième fois, parce que la plupart n'ont peut-être pas le temps vraiment d'absorber. Ah non, avec une seule visite au site, on n'a pas le temps de tout voir. Et même nous, les animateurs, l'équipe d'interprétation que nous sommes, lors d'une visite, on n'a pas le temps de couvrir toute la thématique. On a choisi que quelques informations privilégiées et possiblement, ça pourrait arriver que d'une visite à l'autre, vous ayez un contenu similaire, mais qu'il y ait des choses qui se rajoutent. Dépendant de l'intérêt des gens, dépendant de l'intérêt du groupe, si vous faites partie d'un groupe, etc., on ajuste beaucoup à ce moment-là la présentation parce que si on avait à en parler, il y a certains d'entre nous qui en parleraient des jours et des jours de temps. Il y a tellement de choses, que ce soit au niveau de l'habillement, des activités de loisirs, de l'alimentation, de l'approvisionnement en nourriture, de la vie sur le poste de traite, les animaux qu'on y élevait, les jardins qu'on y faisait, la culture qu'on y faisait. Il y a tellement de sujets divers qu'on en aurait pour des jours et des jours. Or, quand les visiteurs viennent nous voir, ils n'ont qu'une partie de l'ensemble de l'histoire du site. Mais en marchant sur le site et en y découvrant ce site-là, on peut davantage ressentir un peu à quoi pouvait ressembler ce site-là. On a des photos d'ailleurs sur le site qui nous permettent de voir comment c'était ce poste de traite-là. Les 21 bâtiments qu'on avait là, comment ils étaient organisés. Et le guide qui va vous accueillir au fort va être là pour vous présenter davantage les éléments historiques. Mais vous me parliez, puis je veux revenir là-dessus, parce que là, je suis encore sur le domaine historique. Quand les visiteurs viennent dans la région, effectivement, s'ils viennent visiter au fort et qu'ils veulent rester pour quelques heures dans la région, ou une journée ou 2 journées, il y a toute l'infrastructure touristique aux alentours pour pouvoir accueillir ces gens-là. On pense à un terrain de camping qui est tout près du fort.
La restauration, il y a divers restaurants. Si les gens veulent coucher en hôtel ou en motel, il y a des possibilités de coucher à Ville-Marie. Il y a des possibilités de coucher même davantage, soit ici à Témiscamingue ou à Notre-Dame-du-Nord. Mais il y a toute cette infrastructure touristique-là, elle est disponible à l'heure actuelle. Le phare Témiscamingue est un élément parmi tout un ensemble d'attraits là, et d'infrastructures touristiques qui sont rendues disponibles. Et là-dessus, ben, j'aimerais bien mentionner, si c'est possible, le phare Témiscamingue fait partie d'un réseau de sites historiques au Témiscamingue. On n'est pas le seul. Il y a la Maison du Colon à Ville-Marie. Il y a le bateau des draveurs, le Theo Draper Anglier. Il y a le musée des fossiles à Notre-Dame-du-Nord. Il y a le barrage de la rivière des 15 de l'Hydro-Québec à Notre-Dame-du-Nord. Et il y a le musée de Guérin à Guérin. Ça, c'est un ensemble de sites qui font partie de ce qu'on appelle le circuit des pionniers et dont le phare Témiscamingue fait partie. Puis je vous parle de ça parce qu'on est en contact avec ces gens-là. À tous les mois, on se rencontre une fois par mois, puis on échange des services. Il y a une collaboration au niveau de la promotion, de la publicité. Alors, c'est un réseau, là. Alors, dans ce sens-là, les visiteurs qui viennent de l'extérieur sont invités à la fois de venir au phare Témiscamingue, mais on se fait un devoir aussi des inviter ailleurs, d'aller découvrir les autres sites et de découvrir le Témiscamingue au niveau de l'histoire. C'est évident que le Témiscamingue, c'est pas juste l'histoire. Il y a l'agriculture, il y a le domaine forestier, il y a d'autres domaines aussi, l'élevage. Mais le réseau historique est bien constitué et entre nous, on invite toujours le visiteur à aller beaucoup plus loin dans la découverte de l'histoire de notre région. Qui gère le fort? Comme vous disiez, il y a ces parcs nationaux ou c'est Ville-Marie? De quelle façon? Oui, le lieu historique national Fort Témiscamingue fait partie du ministère du Patrimoine canadien. Ce ministère-là gère, entre autres, tous les parcs nationaux, les lieux historiques nationaux et les canaux historiques. Les canaux historiques, je pense, entre autres, celui peut-être qui est le plus connu des gens de la région ici, c'est le canal Rideau à Ottawa. Alors ça, c'est un exemple d'installation que Parc Canada a la responsabilité de gérer. Et nous, en somme, la responsabilité qu'on a, c'est de gérer ces sites-là, de les protéger, de les conserver, tant au niveau des éléments naturels que des éléments historiques ou culturels. Et on a le devoir de s'assurer que nos interventions, les aménagements qu'on va faire, les services qu'on va offrir vont l'être au bénéfice de ceux qui vivent aujourd'hui, mais de ceux qui vivront aussi demain ou qui viendront au monde là, pour le demain, le futur. Alors ça, c'est notre mandat, puis c'est notre défi, c'est notre mission. Alors, dans toutes les interventions qu'on fait, nous, c'est pas juste pour cette année ou dans 10 ans, mais c'est beaucoup plus loin. Et Parc Canada, juste vous donner un exemple, a fêté son centenaire il y a 10 ans, en 1985. Et le défi qu'on se donne, ben, c'est évidemment le prochain 100 ans. Alors, le lieu historique du phare Témiscamingue, comme je vous parlais d'histoire de 300 ans, bien, ce site-là, il existe depuis plus de 300 ans. Et c'est parce qu'il s'est trouvé des gens à le protéger. Il s'est trouvé des gens qui ont cru que ce site-là ne devait pas devenir autre installation qu'un parc historique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est devenu un parc historique, un lieu historique. Depuis combien d'années maintenant? Oui, en fait, le gouvernement du Canada a acheté ce site-là en 1970 des Oblats, Marie-Immaculée. Eux, les Oblats, avaient acheté ce site-là 15 ans avant, en 1955, sous la menace que ça devienne un genre de pourvoirie, où on ne sait pas trop, là. Mais à cette époque-là, les Oblats avaient été saisis d'une possibilité de vente de ce site-là pour des fins là, lucratives. Et là, évidemment, les Oblats avaient acheté ça en 1955. Parc Canada, en fait, dans le temps, c'était le ministère des Affaires indiennes et du Nord, a acheté ça en 1970. Et ça a été créé, lieu historique national, par la loi des lieux historiques nationaux, seulement qu'en 1985. Or, il y a une coïncidence et il y a une anecdote là-dessus. En 55, en 70 et à 85. Alors, à chaque 15 ans, il y a eu comme une étape importante dans l'établissement de ce site-là et dans l'établissement aussi d'un mandat de protéger ce site-là. Et depuis 90, évidemment, suite à 2 ans de consultation publique, depuis 90, on a un plan de gestion, puis on a un projet de mise en valeur. Parce que ce site-là, à l'heure actuelle, n'a pas été développé. Il n'a pas été mis en valeur comme tel. Mais on a un projet sur la table de mettre en valeur ce site-là, d'aménager un bâtiment, d'aménager des sentiers, de davantage faire un petit peu plus au niveau de la présentation de l'histoire de ce site-là. Et ce projet-là, bon, évidemment, est sous le coup de financement. Et pour l'instant, le financement, bon, il n'est pas prévu, là, mais
Vous avez donné combien d'années pour... Bien, à l'heure actuelle, dans les prévisions, on pense qu'autour de l'an 2000, ce site-là devrait être aménagé. Mais c'est toujours en fonction du financement qu'on va recevoir et des autres priorités aussi, évidemment. Alors, ça peut être retardé de quelques années, mais en principe, on s'entend là, qu'autour des années 2000, ce site-là devrait être mis en valeur selon les résultats qu'on a eus des consultations publiques. Si on compare les années, bon, il y a 5 ans à maintenant, est-ce que les gens voient vraiment une grosse différence? Bon, vous parliez de sites, les fouilles archéologiques, là, justement, depuis 2 ans, vous dites? Oui. Bon, moi, c'est ça, c'est à peu près 5 ans. Est-ce qu'il y a autre chose qui s'est améliorée au fort? Vous dites, bon, vous voulez améliorer ça, mais est-ce qu'il y a déjà autre chose qu'on n'aurait pas vu? Oui. En fait, au niveau des bâtiments ou des installations majeures, il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été fait, il y a eu des aménagements de sentiers, par exemple, de sentiers pour faciliter la marche, pour se rendre jusqu'à la forêt enchantée. Il y a eu des aménagements d'escaliers à certains endroits où il y avait une dénivellation importante. On a aménagé des escaliers pour permettre l'accès plus facile aux gens. Entre autres, à partir du camping en haut jusqu'au site en bas et jusqu'à la plage par la suite. Il y a eu des améliorations de ce côté-là. Il y a eu aussi, évidemment, le long du lac Témiscamingue, depuis et déjà une dizaine ou une vingtaine d'années, il y a un problème d'érosion en fonction de la fluctuation des niveaux d'eau. Alors, on a fait des travaux importants pour stabiliser notre berge, puis ne plus perdre davantage là, de terrain à cause de cette érosion-là. Cette année, on prévoit faire des aménagements pour l'accès aux personnes handicapées à mobilité réduite. Puis des gens surtout qui circulent soit en chaise ou des gens d'un certain âge qui ont des difficultés de se déplacer. On va faire des aménagements pour faciliter l'accès à certains points, comme entre autres l'accès à la forêt enchantée, l'accès à la plage. On va faire des ajustements au niveau de nos installations, les portes, les accès aux bâtiments, des petits services au niveau des abreuvoirs, des toilettes, etc. Alors, on fait des ajustements là, pour permettre aux personnes à mobilité réduite handicapées d'avoir un meilleur accès au site. Mais les nouveautés se passent beaucoup plus au niveau des activités d'animation, au niveau des activités spéciales. Or, étant donné qu'on a un gros pourcentage de gens de la région qui reviennent nous visiter, on a comme l'obligation, puis c'est nécessaire qu'on renouvelle nos activités spéciales. Alors, d'année en année, on ne peut pas se permettre d'offrir toujours la même activité. Or, c'est un changement à ce niveau-là à chaque année. Je pense que c'est le plus gros changement, à part des éléments dont je vous ai fait part. Là. Parce que pour quelqu'un qui est venu sur le site il y a 7 ou 8 ans et qui revient sur le site, elle va revoir juste ces changements-là. Sentiers, accès, escalier. Mais pour le reste, là, c'est sensiblement le même site qu'on a. Mais au niveau des activités spéciales, elle va y retrouver annuellement une nouvelle grille d'activités. On a oublié de mentionner que le service était bilingue. Le service est bilingue, oui, surtout au niveau des services d'accueil, d'information et la visite guidée. On va développer avec les années des activités proprement dites là, bilingues, là, où on va pouvoir offrir des activités spéciales autant aux gens de langue anglaise que des gens de langue française. Mais pour l'instant, on offre quand même la visite guidée en anglais. On a 2 personnes sur le site qui sont habilitées à le faire. Ils offrent là, la visite, je dirais, de base là, aux personnes qui nous proviennent de l'extérieur et qui parlent la langue seconde, c'est-à-dire l'anglais. Nous avons ici l'horaire. Ça, c'est l'horaire de la programmation estivale, c'est ça? Oui, pour cette année 1994. À quel endroit peut-on se le procurer, à part qu'ici à Témiscamingue, ça va être au Contact et ainsi qu'à la ville? Les visiteurs, j'imagine, peuvent se le procurer aussi à Ville-Marie? Oui, pour l'instant, je viens de le recevoir. Alors là, la distribution n'est pas complétée, mais il va être disponible dans les kiosques touristiques. Alors, je pense, entre autres, ici au kiosque, là, à la frontière Ontario-Québec. À Ville-Marie aussi, dans les kiosques touristiques. Et chez nous, sur le site du Vieux-Fort, évidemment, il va être disponible. Puis on va s'assurer aussi d'une certaine distribution, là, soit dans les édifices publics, là, dans les grandes villes de la région du Témiscamingue. Alors, mais je pense que la meilleure façon pour l'obtenir, c'est peut-être de nous appeler au lieu historique du Fort Témiscamingue, puis on va se faire un devoir de vous le faire parvenir. Plusieurs visiteurs, hein? C'est pour l'été qui s'en vient? Ben oui, l'été passé a été une excellente saison pour nous. On a eu beaucoup de gens qui ont participé à nos activités spéciales. Et évidemment, la belle température a aidé. Fait que cette année, on est prêt à en recevoir autant, sinon plus, avec une nouvelle programmation.
Alors, quand on parle de visiteurs au site, on parle de plus de 50 000 personnes là, qui franchissent l'entrée du site. Là-dessus, il y a beaucoup de gens qui nous proviennent de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, plus de 80 je dirais presque 85 L'autre pourcentage, ce sont des gens qui nous proviennent soit de l'Ontario, nos voisins, ou de d'autres régions du Québec ou du Canada. Et de plus en plus, il y a des Européens qui viennent de notre côté. L'an passé, spécialement au mois d'août, au mois de septembre, on a accueilli des Français, des Allemands. On a même accueilli au mois de juillet un groupe d'Asiatiques qui est en tournée ici dans la région pour des opportunités d'affaires. Alors, davantage, là, avec les promotions qui sont faites soit via Montréal, les grands centres, ou via notre association touristique Abitibi-Témiscamingue ou l'Office du tourisme au Témiscamingue, on profite là, du passage de ces visiteurs-là européens qui viennent davantage là, en plus grand nombre visiter nos régions dites nordiques. Alors, et ils sont toujours surpris de la beauté du paysage, de la température, des grands espaces et entre autres de la propreté de nos lieux. Pas juste au fort, là, mais la propreté de notre campagne, de nos villes, les couleurs des maisons, de nos fermes. Ils sont toujours impressionnés par ça. Et des gens chaleureux. Et des gens chaleureux, évidemment, évidemment. Ils n'en reviennent pas comment ils sont accueillis ici, dans les restaurants, dans les hôtels, dans nos infrastructures touristiques. Ils ont toujours des beaux mots à nous laisser là-dessus. La saison estivale, les dates, ça débute quand et ça termine quand? Oui, on ouvre officiellement au public lundi, le 6 juin. On est ouvert actuellement, mais surtout pour les réservations de groupes. Alors, que ce soit les groupes scolaires ou les groupes d'autobus qui nous proviennent de l'extérieur, c'est déjà commencé depuis 2 semaines. Mais officiellement, au grand public, là, on va offrir des services d'interprétation animés à partir du 6 juin, et ce jusqu'au 6 septembre. Alors, puis les horaires d'ouverture varient là, selon que c'est au mois de juin, pendant l'été ou à la fin d'août, septembre. Mais ça, pour ça, vous avez juste à soit nous contacter au lieu historique national ou vous procurer le programme d'horaire, d'activité-service, et toutes les informations sont incluses là-dedans. Monsieur Briand, en tout cas, je suis bien contente que vous êtes venu à l'émission. J'espère que vous allez venir nous rencontrer encore. Parce que j'imagine on doit demander beaucoup d'informations aux animateurs et animatrices au fort. Oui, on est beaucoup sollicités. Les gens qui travaillent au site reçoivent une très bonne formation et ils n'attendent que les visiteurs. Là, hein. On est prêt. On est presque prêt. Presque prêt? Presque prêt. Merci encore et on vous souhaite la bienvenue à Témiscamingue. C'est moi qui vous remercie, Mme Denis. Merci. Bonjour. À vous tous, à tantôt.